L'idée qui est derrière cet atelier, ça a été de se poser la question du patient aujourd'hui. Que devient-il dans cet écosystème de technologie? Comment est-il acteur de sa santé? Comment prend-il en charge sa pathologie? Comment est-il au cœur du système? Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que le patient est de plus en plus au cœur de sa pathologie et a de multiples solutions autour de lui. Et c'est un peu l'idée, c'était d'arriver à mettre ensemble dans la même salle des patients, des médecins et des acteurs économiques et d'essayer de comprendre comment ces personnes-là peuvent fonctionner ensemble et comment aujourd'hui on arrive à avoir des activités finalement économiques qui permettent d'apporter des solutions aux patients et que le patient soit lui-même impliqué dans sa pathologie, dans sa maladie, dans toutes les dimensions que ça peut représenter et surtout avec la capacité de contrôler la situation et de mieux contrôler de mieux vivre sa pathologie. Donc c'était un peu ça l'idée. Voilà. Bien, bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer. Il est 9h et quelques secondes, voire minutes. Je suis Bernard Goutte, président de Biomédical Alliance, et j'ai le plaisir de vous accueillir sur cet atelier numéro 12, qui parle d'un sujet qui nous a particulièrement intéressés, nous, à Biomédical Alliance, association d'entreprises, donc acteurs économiques, par rapport au positionnement des patients et de leur environnement, ce nouvel écosystème finalement qui existe, de la connaissance et de l'échange, du besoin d'échange du patient face à sa pathologie. Alors qu'est-ce qui a conditionné finalement notre préoccupation? C'était deux données environnementales. L'une, l'implication du patient. Le patient est de plus en plus impliqué dans la prise en charge de sa pathologie. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et puis, c'est peut-être un lieu commun, mais c'est cette révolution des technologies du web qui aujourd'hui, manifestement, après quasiment une génération d'existence de l'Internet, nous permet de découvrir que le patient s'est complètement approprié un outil, donc les technologies de l'information et de la communication, et cet outil se l'est complètement approprié à son propre bénéfice, et parfois peut-être avec des difficultés. Et c'est pour ça que quand on voit les réseaux d'échange entre patients, avec tout ce que ça représente, les réseaux sociaux plus ou moins spécialisés, la notion de e-patient, avec ce que ça représente d'implication du patient, de compétences, de savoir-faire et finalement d'appropriation des technologies, face de notre côté à aujourd'hui un grand nombre de solutions, de portails, de plateformes, d'espaces de veille, d'outils qui permettent de partager des connaissances, mais aussi de créer du lien entre patients, certes, entre patients et soignants, mais aussi pour les accompagnants. Et on voit que pour les maladies chroniques notamment, c'est finalement très très important d'arriver à avoir une communication la plus large possible. Alors pour vous faire intégrer un certain nombre de données, nous avons souhaité réunir aujourd'hui autour de ce plateau, sur cet atelier, quatre personnalités. Quatre personnalités. Alors, je vais peut-être commencer dans l'ordre dans lequel finalement j'ai souhaité vous les faire présenter et les faire parler de leur histoire, de leur expérience. Madame Catherine Cerizet, qui est ici présente, qu'on pourrait qualifier de e-patiente et qui a été cofondatrice d'une plateforme d'information patient et web. Le docteur Pierre Monod, qui est un rhumatologue libéral, mais qui est aussi président du Collège national professionnel de rhumatologie et qui est administration de la SFR, de la Société française de rhumatologie. Et puis deux acteurs économiques, le docteur Pierre Bruel, directeur médical des laboratoires Pierre Fabre Santé, ici présent aussi, et enfin Frédéric Durand-Salmon, qui est président et fondateur de BePatient, une plateforme multiservice, on pourrait dire, et qui nous expliquera un petit peu ça tout à l'heure, et qui contribue à cette information au bénéfice des patients. Et pas que. Donc j'ai envie de passer la parole tout de suite à Madame Cerizet, si elle veut nous raconter sa vision des choses. Alors voilà, on a deux micros, ça va être encore plus simple. Je sais pas, on va se lever, peut-être c'est plus confortable. Si vous voulez. Voilà. Alors déjà, merci de m'avoir invitée. J'arrive de Paris là, tout de suite. Et puis une petite erreur, Patients and Web n'est pas
du tout une plateforme, en tout cas pour l'instant, je ne sais pas si ça le deviendra un jour. C'est une société de conseil en e-santé pour les patients et voilà. Donc on me qualifie d'e-patiente évidemment. Enfin évidemment. Pourquoi? Parce que j'ai été malade il y a 13 ans, j'ai eu un cancer du sein, j'ai rechuté et puis moi je suis tout de suite allée voir sur internet, mais c'était dans les années 2000. Donc dans les années 2000, il y avait beaucoup de choses, trop peut-être, et j'ai trouvé pas ce qui me convenait en fait. J'ai trouvé des informations, j'ai trouvé de l'entraide, mais pas comme je l'imaginais. Et des années plus tard, donc en 2009, j'ai été déclarée en rémission totale et je me suis dit que j'allais créer ce que j'avais pas trouvé à l'époque. Les blogs avaient émergé et le 2.0 existait enfin. Et donc, on pouvait parler aux gens et avoir des retours. Donc, j'ai créé un blog d'information sur la maladie, sur le cancer du sein, qui, contre toute attente, parce que je l'ai créé comme ça, un petit peu toute seule chez moi, etc., a très, très bien fonctionné, puisque là, j'ai plus de 670 000 vues depuis sa création. Et je donne de l'information, donc de l'information vulgarisation scientifique ou les initiatives caritatives ou des choses un petit peu dans l'actualité, comme par exemple, évidemment, j'ai parlé du problème d'Angelina Jolie. Et puis des choses plus personnelles et ce qu'on appelle des billets d'humeur sur les blogs. En fait, j'ai beaucoup appris. Je suis très présente sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Donc, j'ai rencontré beaucoup de professionnels de santé, puisque les professionnels de santé sont beaucoup plus présents sur Twitter que sur Facebook. Et le CNOM ne veut pas, d'ailleurs, qu'on soit ami avec son médecin sur Facebook. Par contre, rien n'empêche de suivre des médecins et même son médecin sur Twitter. Donc j'ai rencontré beaucoup de médecins, je commence à faire pas mal de conférences et ma vision du rapport patient-médecin a beaucoup évolué. Je pense que le web, pour entrer dans le vif du sujet, a changé le paradigme vertical qui existait entre le patient et le médecin, ou plutôt entre le médecin et le patient, le sachant et l'ignorant, puisque maintenant le patient va sur Internet et obtient des informations. Alors, moi je pense que les informations qu'il obtient, d'abord, le web est un outil. Donc on apprend à s'en servir. On apprend à s'en servir comme d'un marteau. Un marteau, on se tape sur les doigts la première fois, la deuxième fois, on se tape plus sur les doigts. Ben, le web, c'est la même chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a une intelligence collective qui est extrêmement importante. On le voit dans les wikis, notamment Wikipédia, qui est le plus grand wiki, etc., où il y a finalement assez peu de bêtises. J'ai vu il y a peu de temps la directrice de Doctissimo qui donc annonce 9 400 000 visiteurs uniques par mois et qui nous expliquait, et je suis parfaitement en accord avec elle, que quand il y a 9 400 000 visiteurs uniques par mois, la bêtise qui est mise, si on vous dit qu'il vaut mieux une décoction de ciboulettes mélangée à du citron et que c'est mieux que la chimiothérapie, il y a forcément quelqu'un sur ces 9 400 000 visiteurs qui vont vous dire, écoutez, c'est pas l'endroit et c'est pas le propos, etc. Je pense que les gens qui sont fragiles et qui peuvent, parce que c'est ça le sujet, c'est les médecines un petit peu parallèles, c'est des bêtises comme ça, dont les médecins ont peur. Je pense que quelqu'un de fragile sur Internet le serait dans la vraie vie. Donc ça changerait rien au problème. Alors évidemment, ça dérange un petit peu certains médecins, évidemment pas tous, mais je vois des sourires. Je ne sais pas si on est tous d'accord à cette table, mais pourquoi? Alors, évidemment, le médecin a un gros problème de temps, et ça, on le sait. Donc, passer du temps à confirmer ou infirmer ce que le patient a lu et imprimé chez lui, effectivement, c'est un petit peu pénible. En même temps, je pense que
le patient doit se prendre en charge. J'aime pas du tout le mot prendre en charge. Je ne pense pas, quand on tombe dans une maladie chronique, et quand je parle de malade, évidemment, je parle de malade chronique, parce que la maladie aiguë, bon, déjà, il n'y a pas de blog sur la gastro-entérite. Je peux vous dire, j'ai cherché. Ça n'existe pas. En revanche, il y a des blogs sur le cancer, il y a des blogs sur le diabète, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui tournent autour de ces pathologies chroniques. Le chronique a changé la donne parce qu'on vit avec la maladie. Et cette notion de vivre avec, on a l'expérience de cette maladie, et cette expérience de la maladie conduit à une certaine expertise qui n'a évidemment rien à voir avec l'expertise scientifique du médecin, qui est acquise de haute lutte. Ça n'a rien à voir. C'est une expertise que certains appelleraient profane, mais qui complète l'expertise scientifique du médecin et permet, puisque finalement, on a tous envie de la même chose. Si ce n'est de guérir la personne dans une pathologie chronique, c'est un peu difficile, mais en tout cas de mieux vivre avec cette pathologie. Le médecin en a envie comme le patient. Et c'est ce partenariat qui est extrêmement important, et le web permet ça, parce que permet au patient d'acquérir, en plus de son expérience, des connaissances qui vont aller au-delà et le pousser à ce qu'on appelle aux États-Unis l'empowerment, qui est une notion qui est même pas traduisible en français, c'est pour dire. On traduit mal ça par autonomisation, alors que je pense que c'est beaucoup plus fort que ça. Dans le mot empowerment, il y a power quand même. Et je pense que il est important que le patient se prenne lui-même en charge, soit acteur de sa maladie, parce qu'il sera mieux soigné. Je pense qu'un patient bien informé est un patient mieux soigné. Et ça, c'est absolument certain. Et que cette information, elle provient de différentes sources. Elle provient du médecin avant toute chose, évidemment. Elle provient du web, elle provient de ses pairs PAIRS, mais c'est extrêmement important d'avoir ces différentes sources d'information. Dans n'importe quelle histoire de vie, dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle vie, on a besoin de plusieurs sources d'information. On ne se fie jamais à une source d'information. Et là, c'est exactement la même chose. Moi, je dis toujours, prenez un second avis. Je dis toujours, c'est important que le patient sache de quoi il souffre, sache pourquoi on va le soigner. J'ai une anecdote et je finirai là-dessus. Dans le cancer du sein, il y a l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est un médicament qu'on doit prendre pendant 5 ans, qui a beaucoup d'effets secondaires. Et on doit vraiment le prendre pendant 5 ans pour éviter les récidives. Ça évite de 20 à 25% les récidives. Il y a plus de 50% des femmes qui arrêtent leur traitement au bout de 2 ans. Certaines même sans le dire à leur médecin. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas d'informations. Parce qu'on leur donne ce médicament en leur disant « c'est un petit médicament, ça n'a rien à voir avec la chimiothérapie, vous ne perdrez pas vos cheveux, voilà, vous n'aurez pas de nausées, tout va bien. » Oui, mais il y a plein d'autres effets secondaires. Il y a des douleurs, il y a une baisse de libido, il y a des bouffées de chaleur, il y a des ménopauses précoces, et les femmes n'en peuvent plus. Si on leur met le marché en main dès le départ, si on leur explique le bénéfice versus le risque, ce que les médecins ne font pas toujours, quand elles décident de le prendre, elles le prennent en connaissance de cause et elles n'arrêteront pas. Moi, j'ai fait plusieurs posts sur l'hormonothérapie. C'est les posts les plus lus. J'ai plus de 15 000 vues sur mes posts d'hormonothérapie parce que les femmes cherchent ça sur Internet. Voilà. Merci beaucoup, Madame Cerisier. Vous m'aviez dit, juste une petite réaction par rapport à ce que vous dites. On fera peut-être un échange avec la salle tout à l'heure quand on aura les avis des uns et des autres. Vous m'avez dit, l'internaute n'est pas fidèle et a besoin de beaucoup d'informations. Oui.
Mais finalement, vous nous dites aussi, il a besoin de garder sa liberté complètement. Absolument. L'Internet n'est pas fidèle. C'est pas parce qu'il lit un blog ou qu'il va sur Facebook qu'il n'ira pas sur Twitter et qu'il n'ira pas lire un autre blog. Mais au même titre que vous regardez TF1 et vous lisez Le Figaro et vous lisez Le Monde. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'on a besoin de plusieurs sources et on doit garder sa liberté, on doit garder le choix parce que la finalité, c'est que lorsqu'on vous prescrit un médicament, et c'est le cas avec l'hormonothérapie, on peut l'acheter ou ne pas l'acheter. On peut l'acheter et jeter à la poubelle. On peut l'acheter et ne pas le prendre. La finalité, le mot final, c'est toujours le patient qui l'a. Alors, autant qu'il l'ait, avec les bonnes informations, avec les bonnes données, pour savoir exactement et pas faire de mauvais choix. Voilà. Merci beaucoup, Madame Cerizet. Nous allons passer la parole au docteur Pierre Monod. Je vais passer. Merci. Je ne vais pas vous parler d'hormonothérapie, bien que nous ayons en rhumatologie beaucoup de patientes qui viennent nous en parler. Et nous recherchons justement ce dialogue. Madame, je ne sais pas si... je peux vous assurer que Madame Cerizet n'a pas eu mes slides, mais pourtant, vous allez voir que je vais vous dire un peu la même chose. C'est le rouge? Non, c'est celui-là. Alors, notre cœur de métier, c'est la consultation. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je voudrais rappeler quelques fondamentaux qui, en tout cas, m'ont fait choisir la médecine. Le colloque singulier reste quelque chose de tout à fait important. Il exige toute notre attention. Écoute du patient. J'avais un vieux maître qui nous disait « Écoutez le patient, il vous dit ce qu'il a. C'est fondamental. Encore faut-il prendre du temps. » Examen clinique, en rhumatologie, ça prend quelquefois beaucoup de temps. Synthèse, réfléchir, c'est notre job. Et puis, décision thérapeutique. C'est une évidence, mais ça prend du temps. Nos délais d'attente, la démographie médicale, etc., les contraintes administratives, comment gérer le temps médical? C'est fondamental, c'est notre problématique parce que notre patient, il faut pouvoir lui consacrer le maximum de temps. Alors les fondamentaux, la consultation est un face-à-face. Et ce face-à-face, il n'est fait que de dialogue, d'examen clinique, mais on va dire, le temps interrogatif, le temps d'examen clinique pourrait être du temps classique, du sachant au patient. Mais ensuite, et je pense que les nouvelles générations doivent vraiment prendre conscience de ça, il est un temps de discussion sur les conclusions de l'examen. Je pense que vous avez telle pathologie, voilà pourquoi. Et non pas, Magister Dixit, vous avez ça, or prenez ça, au revoir madame, au suivant. Parce que derrière, il y a un projet thérapeutique. Je dis souvent aux délégués visiteurs médicaux qui viennent me voir en tant que médecin libéral, je dis, vous venez me présenter un médicament, mais moi j'ai à vendre mon traitement au patient. Parce qu'effectivement, s'il ne le prend pas, ça ne sert à rien. J'ai une anecdote toute rapide. Dans un des traitements de l'ostéoporose, nous avons un médicament qui est un peu contraignant. Mais on a une arme absolue, un test qui nous permet de savoir si la patiente prend ou ne prend pas. Et j'ai fait pleurer une grand-mère l'autre jour en lui disant « Vous ne prenez pas le médicament ?» Elle me dit « Ah si, docteur. » J'ai dit « Ça n'est pas vrai. » Et j'ai dit « À votre âge, c'est pas beau de mentir. » Donc on va reprendre ça. Et alors elle a fondu en larmes, 82 ans, en me disant « Mais c'est mauvais, ne le dites pas à ma fille. » Bon, et on a tout repris ensemble. Donc du temps, et ça prend du temps pour le patient et du temps pour le médecin. Alors, j'écarte tout de suite du propos l'environnement professionnel, parce que je crois que ce n'est pas l'objet de la télémédecine, l'e-formation, le dossier médical partagé qu'on attend toujours, là, le fameux DMP, etc. Quand quelque chose d'ailleurs ne colle pas pour le professionnel ne fait pas. Et c'est normal, et c'est bien comme ça.
On ne décide pas pour nous ce que l'on doit faire professionnellement. Connaissance de sa pathologie et de ses traitements, les sites internet. C'est quelque chose de très important et je vais passer rapidement parce que Madame Cerizet en a bien parlé, très bien parlé. Nous avons besoin, nous, d'avoir confiance dans les sites internet. Et je dois dire qu'ils se sont fortement améliorés, qu'ils sont en constante amélioration. Alors, on peut mettre des honge-codes, tout ce qu'on voudra. Nous avons besoin que le patient se fasse son opinion. Et le patient, il n'est pas plus bête qu'un autre. Il va se faire son opinion, et je suis d'accord, c'est sur les maladies chroniques, bien entendu. Mais cette connaissance permet une observance du traitement et de discuter sur les effets secondaires. Il n'y a rien de pire. Nous, la rhumatologie, c'est la science de la douleur, c'est la spécialité de la douleur. Il n'y a rien de pire que d'avoir un patient qui me dit « ça ne m'a rien fait » ou « j'ai arrêté tout de suite, ça à la poubelle ». Et on fait quoi? On fait quoi avec votre douleur? On a tout essayé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reprend à zéro et on évalue et on essaie d'être honnête vis-à-vis de votre traitement. Vous essayez d'être honnête vis-à-vis de ce que l'on vous donne et vis-à-vis de votre pathologie. Évaluation des effets secondaires, etc. Et puis, l'adhésion au contrat thérapeutique est quelque chose de fondamental. On a défini quelque chose, on sait qu'il va y avoir des effets secondaires. On ne peut pas tout dire d'emblée parce que c'est une question de temps, mais c'est aussi une question de pédagogie. Vous savez bien que quand on passe un message, c'est une idée. En tout cas, quand on fait un cours au médecin, c'est une idée par cours. Sinon, en politique, c'est une demi-idée. Les outils, les sites internet conseillés, ce qui suppose une connaissance préalable du site de la part du médecin. C'est un peu dommage que nous n'ayons pas soit le temps, soit la curiosité d'aller un peu plus sur un certain nombre de sites. Mais je pense que les choses évoluent. Et ce qui me paraît important, c'est le rôle des associations de patients sur ces sites. Alors, l'email, je passe tout de suite, c'est un outil qui est séduisant. C'est l'email, c'est Twitter, etc. Je suis un petit peu plus réticent, mais sans doute que c'est une question d'âge. Je suis un peu plus réticent parce que ma génération, c'est pas toujours faire le tri de l'information, et je n'ai qu'une trouille, c'est de passer à côté d'un patient qui m'a posé une question auquel je n'ai pas répondu parce que j'ai zappé, tout simplement. Donc là, mes patients les plus atteints ou qui ont des traitements qui sont particulièrement lourds ont tous mon portable. Bon, je fonctionne comme ça. Mais je crois que c'est un outil et chaque professionnel fonctionne, ou chaque patient d'ailleurs, fonctionne avec les outils qu'il veut. Alors, mes attentes, et je terminerai par là. Quand je dis les attentes du médecin de terrain, c'est mes attentes, c'est un témoignage. Des sites internet au contenu validé, et là, le rôle des associations de patients me paraît fondamental. En rhumatologie, nous avons une chance, c'est d'avoir l'Association française de Ligue antirhumatismale, qui est une très vieille association qui s'est dotée d'outils et qui recense les sites, conseille. Et donc, ça nous permet de proposer aux patients d'aller voir. Avant, on faisait un remis sur un bouquin, on continue à le faire, sur un certain nombre d'outils et de plaquettes sur la pathologie, mais les associations de patients, les sites internet sont très très importants parce que ça permet, surtout en annonce de diagnostic, voilà votre pathologie, on va revenir sur un certain nombre de choses, regardez ça. Si vous avez des questions à poser, on en discute. On ne verra pas tout à la prochaine consultation, mais il y a un rôle important. Donc, c'est des outils d'éducation thérapeutique personnalisés et surtout, on a une réponse plus adaptée, plus personnalisée à une question du patient, parce que le métier de médecin, ce n'est pas un robot automatique qui délivre un traitement. Il faut écouter et répondre aux interrogations sur sa pathologie, même si on a des règles générales de prise en charge. Voilà. Merci beaucoup, parfait. Merci, docteur Monod. En clair,
le patient finalement très informé. Est-ce que pour vous, faire une consultation aujourd'hui par rapport à il y a quelques années a changé radicalement, ou est-ce que vous êtes toujours dans l'approche médicale traditionnelle et que vous sentez l'approche le patient arrive, vous sentez le patient informé ou le patient non informé, cette différence, vous la faites? Ah, je la fais totalement. Le métier, lui, il n'a pas fondamentalement changé parce que depuis Hippocrate, si on n'examine pas et si on ne propose pas. Mais deux éléments, un bémol, comme disait le professeur Ruffier, pardonnez-moi, hein, mais on ne soigne pas les cons. Alors, il faut les rendre un peu plus intelligents, mais il y a des gens qu'il faut un peu plus encadrer, on va dire. Bon, mais le patient informé n'est plus du tout vraiment une crainte pour nous. Nous parlons, et vous avez eu parfaitement raison de parler de maladies chroniques. Évidemment que devant une pathologie aiguë, il faut être très... mais là, en général, le patient est observant. Dans une pathologie chronique, s'il n'est pas au courant de son traitement, compte tenu de la complexité des traitements actuels, de leurs coûts, des effets secondaires, etc., on ne s'en sort pas parce qu'on ne peut pas être toujours là à côté du patient. Parfait, merci, je crois que c'est clair. Donc, troisième intervenant, nous souhaitons faire intervenir le docteur Bruel, du coup. Deuxième dimension, c'est les solutions, les réseaux d'information, les plateformes d'information. Je vous passe la parole. Merci aux organisateurs et merci pour ces deux belles présentations. Donc moi, je viens vous présenter la démarche qui a été la nôtre chez Pierre Fabre Santé dans le cadre de la création d'un site internet qui s'appelle Mon Partenaire Santé. Et je vais vous présenter en fait ce qui a guidé notre réflexion, comment nous avons construit notre site internet au plan médical et comment et finalement quel est le résultat de cette réflexion et de cette construction. Alors pour cela, je suis reparti des définitions, assez traditionnellement, la définition de la santé, et on l'a bien compris, la santé, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie, ça va bien au-delà de ça, c'est une notion de bien-être physique, mental et social, c'est l'OMS qui nous le dit en 1946. Je suis allé chercher une définition de la e-santé, celle de l'OMS me plaît beaucoup et j'arrive à la partager régulièrement parce qu'elle guide ma réflexion. La e-santé, je la travaille moins, mais vous avez ici une définition, c'est l'ensemble des aspects numériques qui touchent de près ou de loin à la santé. Alors on l'a vu, le docteur Monod l'a évoqué, là-dedans il y a de la formation, il y a de l'information, il y a du traitement, du partage en équipe interdisciplinaire et il y a bien évidemment le lien au patient. Cette définition, je l'ai trouvée dans le Monde en 2011. Mais alors, ce que je retiens de ça, c'est d'une part la notion forte d'accompagnement des patients, en particulier sur cette notion de bien-être, qui va au-delà de la maladie, et puis la notion de partage scientifique et médical, et je dirais de partage interdisciplinaire, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ensemble des corps de santé, mais également avec le patient. Seulement entre 1946 et 2013, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et ça a changé très vite. Madame Cerizet l'a évoqué, il y a 20 ans, le web arrivait, et le web n'était pas très développé chez les médecins, mais il arrivait. Et il y a 40 ans, la médecine, c'était ça. C'était aller examiner dans des cuisines et à côté d'une étable. Je dis à 40 ans, mais moi qui suis encore un jeune médecin, surtout dans notre profession qui a tendance à vieillir, bien ça, je l'ai connu. Et quand j'ai fait ma thèse, je n'avais pas Internet. Et donc, j'avais un accès à l'information qui était beaucoup plus compliqué que ce qu'il est aujourd'hui. Et la médecine qu'on nous présente aujourd'hui, ça peut être celle-là, qui est un peu caricaturale. Moi, je crois beaucoup à celle-ci. À celle-ci, c'est-à-dire des équipes larges, solides, interdisciplinaires, hospitalières en relation avec les structures de ville et en relation étroite avec les patients. Et là, le web santé a du sens parce que les patients, on va avoir de plus en plus de mal à aller les voir dans leur cuisine à quelques kilomètres de Castres, malheureusement. Vous le savez, il y a des notions de désertification médicale, il y a des notions d'économie de santé, il y a des notions également, l'acte simple que l'on pouvait faire
chez le patient, aujourd'hui, avec l'évolution des technologies et l'évolution des attentes, eh bien, il est de plus en plus compliqué à faire en dehors d'une structure dimensionnée. Et le contact au patient il va se faire de plus en plus par téléphone et par le web. Alors, ce qui a guidé notre réflexion, d'abord, ça a été la curiosité des équipes médicales de Pierre Fabre Santé. Et je crois qu'on a été de suite interrogatifs, interpellés par la proposition qui nous a été faite de travailler en e-santé. On a considéré que nous étions concernés, nous en tant que professionnels, en tant que médecins de formation, mais acteurs de santé, parce qu'en tant que laboratoire pharmaceutique, on est un acteur de santé important, on met à disposition des produits, des soins pour les patients, et donc on se sent tout à fait concerné par tout ce qui a trait à la relation à ces patients. Le support électronique, un accès à l'information, un accès à la désinformation, un risque important, ça a été évoqué. La qualité de l'information que l'on va retrouver, eh évidemment, il faut la contrôler, il faut valider son intérêt. Il faut également valider les dangers, pour nous industriels, de mettre une information sur le web à destination des patients. Et puis, il faut également vérifier la qualité de cette information en fonction de la capacité discriminative du lecteur. Et là aussi, c'est important de savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à des professionnels, à des personnes qui ont déjà une certaine ouverture sur la question, ou au grand public? Et nous, quand on parle aux patients, eh bien, il faut que nous considérons que nous parlons au grand public qui n'a pas été obligatoirement éduqué, entre guillemets. Et donc, alors ça, ça a été un petit peu évoqué par Madame Cerizet. Je ne vais pas le commenter. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que c'était il y a 20 ans, comme vous l'avez évoqué, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça, et que les deux ont évolué d'ailleurs, et que les deux arrivent à se parler à travers ce qu'ils ont pu dire sur le web. Notre message, le message que l'on veut passer aujourd'hui aux patients à travers notre site internet, c'est ce qu'on a décidé, c'est un message éthique, scientifique, médical, vulgarisé et déontologique. Car quand on prend la parole vers des patients, eh bien évidemment, on prend la parole à côté d'autres acteurs de santé qui sont les acteurs qui sont au contact direct des patients, qui sont nos confrères médecins et nos partenaires professionnels médicaux et paramédicaux extérieurs. Mon partenaire santé donc a été créé en 2011, a été certifié on code en octobre 2011. C'est un site d'information grand public avec une partie également professionnelle de santé qui s'appelle Mon Partenaire Santé Service. Ce site il a été créé en partenariat avec donc, mon équipe médicale. Nous avons œuvré pour apporter une garantie à l'information. Alors c'est une de nos réunions que vous avez en photo. Ce qui est intéressant sur cette image, c'est qu'il y a à la fois l'équipe médicale, il y a également les structures juridiques de notre entreprise, les structures réglementaires, il y a également des partenaires médecins extérieurs, parce que, comme je vous l'ai dit, information éthique, déontologique, il fallait que l'on verrouille tout et que l'on amène aux patients une information sourcée, une information validée, une information signée. Donc nous avons validé un contenu. Nous sommes responsables techniques du contenu qui est sur notre site, à travers la sélection des sujets que l'on va aborder, l'identification des rédacteurs, la rédaction, la validation de la rédaction, et puis, alors évidemment, ce n'est pas de la consultation, hein, mais vous imaginez qu'il y a des questions-réponses sur notre site, et donc, il faut une supervision de ces questions-réponses par notre équipe médicale, questions-réponses qui sont traitées par une équipe de médecins de terrain, qui répond aux questions des patients. Et je vous ai parlé de déontologie et d'éthique. Il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas d'avis thérapeutique, il n'y a pas de captation de clientèle et les médecins qui répondent ne sont pas identifiables. Et alors nous, on ne fait pas de blog parce que on n'en a pas la possibilité et je ne suis pas sûr que ce soit l'esprit de notre site. Les contributeurs, ça c'est très important de savoir à qui, je vous dis on va signer, mais à qui donne-t-on la parole? On donne la parole d'abord à des leaders d'opinion, parce que quand on aborde un sujet, c'est important que l'éditorial
personne qui pose les choses, ait les pignons sur rue et qu'elle soit légitime pour aborder le sujet. Les acteurs de terrain, médecins et l'ensemble des professionnels de santé. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins sur notre site. Il y a quelques acteurs paramédicaux ou médicaux autres, pharmaciens, diététiciens, masseurs-kinésithérapeutes. On les accueille avec plaisir. On aimerait, quand ils sont légitimes, qu'ils viennent participer plus encore à notre site. Il y a également notre équipe Pierre Fabre Santé. En fait, tous les acteurs validés peuvent prendre la parole sur notre site. Je reviens sur la notion qui a été évoquée tout à l'heure de médecine un peu parallèle. Évidemment, sur le site internet de Pierre Fabre Santé, on ne va pas retrouver d'acteurs dits de santé, mais qui n'ont pas été validés. Madame Cerizet, j'espère que je vais vous faire plaisir, parce que dans les acteurs validés, j'ai rajouté association de patients. Et association de patients, c'est important. Nous avons plusieurs partenariats, dont un partenariat qui est très solide, très fort, depuis plusieurs années, avec l'Association française de lutte antirhumatismale, son président, Laurent Grange, et notre directeur Jacques Chevalet, qui signent la première convention. Convention qui porte sur un partenariat à la fois de travail, d'information, de recherche et de communication croisée entre la FLAR et nos équipes médicales. Notre richesse, les contenus, je vais les passer très vite. Nous avons plus de 700 contenus aujourd'hui en ligne. Notre dernière ère s'appelle Cancer et Nutrition. Il y a des éditoriaux, des notes pratiques, de l'actualité. Un exemple de contenu sur le sevrage tabagique en lien avec la journée du 31 mai, qui est la journée sans tabac, donc que l'on annonce sur le site et à travers l'agenda, avec des contenus spécifiques référencés et signés, avec des avis d'experts, avec un parcours complet arrêter de fumer. Alors, comment réussir à arrêter de fumer? Et on donne un certain nombre d'idées, mesurer sa motivation, connaître les différentes solutions, partager son expérience. Voilà le site. Et vous voyez, testez-vous, motivez-vous. En conclusion, je dois dire que il y a eu un fort intérêt de l'équipe médicale. L'équipe médicale qui a travaillé sur ce dossier, c'est une petite quinzaine de personnes, une petite quinzaine de médecins qui sont intervenus en direct pour choisir les sujets, les valider, répondre aux questions. Et tout le monde a adhéré de manière importante. Ça nous a amené un regard neuf, ça nous a bousculé au départ. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas, comment on y va? Et ça a été excessivement intéressant à ce niveau-là. Ça nous a amené un partage scientifique, un enrichissement interdisciplinaire. Et je tiens à remercier l'équipe Mon Partenaire Santé, donc l'équipe qui a conçu ce site et qui le fait vivre, de nous avoir associés à cette aventure. Je dois dire que ça a été une belle aventure, puisque nous avons été primés à travers une partie du site Mon Partenaire Santé Service, qui est une partie de e-learning pour les professionnels de santé, qui s'appelle l'Arthro Club. Nous avons été primés au Festival de la communication santé à Deauville, avec le Grand Prix toutes catégories en 2012. Et nous avons été également primés au Festival Empreinte. C'est un prix d'argent sur le prix de l'éducation médicale. Donc c'est un site dont nous sommes excessivement fiers aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir tenu mon timing. Parfaitement, merci Dr Bruel. Juste une petite question. De toute façon, on vous fera intervenir, vous, la salle, avec nos auditeurs. Une petite question. L'évolution de ce site, aujourd'hui, il est quasiment mature. Comment vous pensez le faire évoluer, dans le sens où, par rapport aux interactions avec les plateformes d'information, voire les blogs, comment peut-on le faire être le plus mutualisé possible vis-à-vis des patients, voire des associations de patients? Vous nous dites, vous avez travaillé avec des associations, mais pour avoir le maximum d'informations sur un maximum de pathologies, le plus riche possible, et comment pourriez-vous? Alors, ce que l'on cherche aujourd'hui, c'est avoir du contenu vidéo, parce que c'est un contenu qui est facile à partir du moment où c'est assez court, du contenu vidéo
pour enrichir notre site au-delà de tout ce qui est texte. Et ce contenu vidéo, nous le construisons avec des professionnels de santé que nous rencontrons tout au long de notre activité. Alors en particulier avec des associations, avec des professionnels qui sont dans des associations ou des professionnels libéraux de terrain. En termes d'association de patients, aujourd'hui, nous avons une association qui a pris la parole, c'est la FLAR. Et nous avons une deuxième association qui va prendre la parole prochainement, qui est l'Association des ichthyosiques de France, avec laquelle nous avons un partenariat également. Ensuite, l'autre point sur lequel nous souhaitons progresser, c'est tout ce qui est petit outil pratique de conseils pour le patient, de tests, de motivation ou de préparation de la rencontre avec un professionnel de santé. Merci infiniment, Dr Bruel. Notre dernier intervenant, donc là, qui va nous faire une communication a cappella, Frédéric Durand-Salmon, je vous passe la parole. Bonjour, merci. Je tenais à saluer les organisateurs d'avoir fait un atelier, d'avoir organisé un atelier autour du patient, et je les invite l'année prochaine à organiser peut-être beaucoup plus, parce que je pense que faire la e-santé sans les patients, c'est pas possible, et que donner la parole aux patients, c'est le cas aujourd'hui avec Catherine, et aux associations, ça nécessiterait à mon avis une plus grosse partie dans ce congrès. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je vais vous expliquer brièvement. Donc, je suis venu sans slide parce qu'on anime juste après un atelier où on présente notre plateforme et nos outils. Donc, je vous invite à nous rejoindre dans le petit amphithéâtre. Quelques mots sur la jeunesse du projet BePatient. Je ne suis pas professionnel de santé, je suis ingénieur en informatique et ça fait 25 ans que je travaille dans la santé. J'ai travaillé dans l'industrie, d'abord dans la recherche et l'industrie plutôt du matériel médical. Donc j'ai travaillé assez près des médecins, notamment dans le secteur des techniques interventionnelles et de l'imagerie médicale. Et avec l'arrivée d'Internet, j'ai créé ma première start-up dont l'objectif était d'optimiser la recherche clinique, donc la collecte et le traitement des data de recherche clinique à travers des technologies Internet. Donc j'ai créé cette entreprise en 96, donc vous imaginez qu'on était au début et qu'en effet les médecins, à part certains, dont un qui est dans la salle d'ailleurs, n'étaient pas trop équipés en connexion Internet, et donc on faisait partie des pionniers à changer les process du papier sur l'informatique. Donc c'est une aventure qui m'a amené entre la France et les États-Unis à gérer beaucoup d'études, des études cliniques, mais aussi des études dites observationnelles, donc qui s'opéraient dans la vraie vie. Et en ayant arrêté la direction de cette entreprise à la fin des années 90, j'ai vu arriver en Europe et aux États-Unis les nouveaux mouvements qu'on regroupe dans la e-santé, donc les sites communautaires, des expériences comme Patients Like Me, par exemple aux États-Unis, ce qu'on appelle le health coaching, c'est-à-dire la possibilité de coacher des patients sur différents secteurs, à la fois santé et social, mais aussi la mobile health, donc les applications et surtout les capteurs communicants qui allaient permettre évidemment de donner plus d'autonomie et de télésurveiller les patients. Et tout ça également avec un autre volet qui m'a énormément intéressé, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Donc, j'ai décidé de repartir sur une nouvelle aventure, recréer une entreprise. Donc, BePatient, je l'ai créé il y a 2 ans et demi. J'ai regroupé une petite équipe autour de moi. On est aujourd'hui une petite dizaine. Et la e-santé, pour moi, c'est un moyen qui est au service de la communauté, donc du patient et des soignants et des chercheurs. En tout cas, c'est le positionnement qu'on s'est donné. Oui, on a une culture, je dirais, qui vient plutôt de la gestion des données, donc culture plutôt scientifique dans l'entreprise. Donc notre équipe, c'est à la fois un médecin cardiologue, un pharmacien, une juriste, des spécialistes de bases de données et de statistiques, et puis des spécialistes d'Internet. Voilà, donc on a mélangé tout ça. On a pris 1 an et demi, on a développé une plateforme, ça s'appelle une plateforme, donc qui est à la fois Internet et technologie mobile, qui allait permettre d'être un builder d'applications qui allait pouvoir s'adapter à différentes problématiques, et dont la problématique centrale pour nous, c'est le parcours de soins ou le parcours de santé du patient. Et comment, avec des nouveaux outils, de la nouvelle technologie, donc la e-santé, on allait pouvoir construire avec les patients, autour du patient et avec les médecins, les soignants en général et les chercheurs, des dispositifs, des programmes pour
optimiser ce parcours, en tout cas essayer de le repenser. Voilà, donc c'est assez, je dirais, humblement qu'on se positionne sur ce secteur. Donc vous le verrez pour ceux qui ont la possibilité de venir, on a une plateforme qui est transversale, qui est intégrée, qui est globale. C'est assez ambitieux comme projet puisqu'elle regroupe à la fois le carnet de suivi du patient, qui associe les événements au quotidien du patient dans sa vie, événements comme la prise de rendez-vous, optimiser avec des checklists intelligentes les documents qu'il doit ramener à son médecin à la consultation suivante, mais aussi tous les outils dits d'auto-mesure. Donc on a intégré beaucoup de technologies nouvelles embarquées communicantes. On a un panel assez large de technologies qui provient d'autres entreprises qu'on a intégrées. Donc ça va évidemment de la balance qui est simple jusqu'à des systèmes liés à des biomarqueurs sanguins beaucoup plus sophistiqués ou des traitements de signal assez sophistiqués. C'est un mouvement qui est en marche maintenant et qui est assez intéressant. On a intégré à cela des scores, donc des scores de risque. Ça, je dirais que c'est la culture qui vient de la recherche clinique. C'est pour nous, en tout cas, une opportunité. C'est comment mettre en place un score qui a été validé dans la recherche clinique au niveau international et essayer de l'adapter dans la vraie vie des patients pour le mettre au service de son soin et des médecins pour évaluer des marqueurs, des alarmes potentielles qui vont en tout cas aider à guider le patient dans son parcours. Donc ça, c'est une brique qui est importante, qui est le cœur, puisque c'est là où il y a beaucoup de... C'était une sorte de dossier patient partagé, mais qui, vous le verrez, est adapté à des thématiques particulières, à des pathologies particulières. Ensuite, on a des systèmes de messagerie sécurisés qui vont permettre aux patients, sur un aspect plutôt communautaire, mais dans un environnement fermé, sécurisé, parler entre eux s'ils le souhaitent, de patient à patient, de patient à ce qu'on appelle des patients experts ou des patients dits partenaires. C'est des patients qui ont été formés avec un DU en éducation thérapeutique et qui sont utilisés un petit peu comme des pairs, justement comme des tuteurs, des relais de patients peut-être plus débutants sur une maladie, notamment dans le cadre des maladies chroniques. Et puis que le patient puisse partager son dossier avec ses soignants de manière sécurisée, s'il le souhaite. C'est lui qui décide, c'est lui qui a la clé de son coffre-fort et permettre aussi éventuellement, puisque l'informatique le permet en termes de ce qu'on appelle des workflows, aux médecins de partager des informations entre eux, éventuellement autour du patient. Voilà, on y a intégré ce qu'on appelle un CMS, c'est-à-dire un outil de gestion de contenu intelligent. On base beaucoup le contenu, nous, sur la vidéo. Donc, on crée de la vidéo, on crée avec des partenaires. Notamment, on est partenaire de l'émission de la santé de France 5. On a intégré également un outil de e-learning qui permet de dessiner des parcours interactifs avec des quiz, des parcours éducatifs pour le patient, mais aussi potentiellement dans certains programmes pour les professionnels de santé. Et puis, on y a intégré évidemment tous nos outils d'évaluation, puisque c'est 15 ans d'expérience, donc des enquêtes, mais aussi des outils beaucoup plus poussés d'évaluation, qu'elles soient cliniques, médico-économiques. On travaille dans certains projets avec des sociologues, et également évidemment qu'une notion d'éthique. On a dans notre équipe une thésarde qui fait une thèse originale sur l'éthique et la e-santé, voilà, qui est chez nous depuis 1 an et demi. Ouais, donc c'est assez global. Alors notre offre de service, elle est également assez large. Elle s'adresse, je dirais, à l'écosystème industriel. Donc on travaille avec l'industrie sur des projets qui vont, par exemple, qui concernent l'observance ou la titration des médicaments. On travaille avec des mutuelles et des assureurs sur des programmes de prévention, primaires ou secondaires. On travaille avec des établissements de soins sur la notion très souvent de parcours du patient avant l'hôpital, mais surtout après l'hôpital dans le télésuivi. Donc on travaille avec des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, des maisons de prévention sur des programmes qui sont bien propres, qui sont très, très ciblés en tout cas, et qui enclenchent des études cliniques d'évaluation. Et on travaille également sur un modèle un peu particulier, et j'insiste, on n'a aucune légitimité à mettre en place des outils pour les patients, puisque nous ne sommes a priori pas encore patients nous-mêmes. Donc on a décidé de définir un modèle particulier. C'est que depuis 2 ans, je rencontre les associations de patients pour leur expliquer qu'ensemble, on avait la possibilité peut-être de construire des programmes thématiques très ciblées. Et donc on en a certaines qui nous ont fait confiance et on a créé une coproduction
sur des programmes. Donc on a notamment, je reprends l'exemple de la rhumatologie, puisqu'a priori c'est le thème, on est en train de lancer un programme spécifique sur la spondylarthrite ankylosante. Donc on a créé un partenariat avec une association nationale, ACS France. On y a intégré une université qui est l'université de Versailles-Saint-Quentin avec le professeur Bréban, et on y a intégré une unité INSERM, qui sont des gens qui travaillent en épidémio et sur les biomarqueurs. Et ensemble, on est en train de construire, sur la base de nos outils, un programme qui va servir les malades, qui va servir les médecins et qui va servir les chercheurs, puisque notamment les gens qui travaillent en épidémiologie sont très intéressés pour recueillir des données dans la vraie vie. Voilà, donc c'est un exemple. Donc on a une dizaine de projets en cours de ce type sur des pathologies totalement différentes. On a une culture plutôt cardiovasculaire dans l'équipe, donc on a beaucoup de projets sur l'insuffisance cardiaque, et nos technologies sont utilisées notamment dans des études. Certaines ont été présentées lors de ce colloque. On a des études également sur l'hypertension, sur les anticoagulants, sur lesquels on implique évidemment les pharmaciens et les médecins. Donc on a un programme dédié sur la gestion des patients sous anticoagulants, des programmes sur le diabète. Donc les grandes maladies chroniques, on s'attache aujourd'hui également des maladies comme l'endométriose, c'est une maladie dont on entend moins parler et qui touche pourtant une femme sur 10. Donc on est en train de travailler avec des associations de patients et des chercheurs, notamment des sociologues de la Sorbonne, sur l'endométriose. Vous voyez, c'est assez large. Et de plus en plus, les chercheurs, notamment les épidémiologistes, s'intéressent à nos outils. Et je terminerai en cela, pas uniquement sur le fait de collecter des données, mais aussi sur le fait de pouvoir maintenir ou créer une cohorte. Et c'est très coûteux d'aller expliquer, et c'est très difficile d'aller faire comprendre à un patient que de participer à un mouvement, je dirais, communautaire, coopératif, c'est important, et c'est important pour la recherche. Mais les chercheurs ont bien compris qu'il ne suffisait pas de récupérer des données d'un patient, qu'il fallait aussi peut-être donner quelque chose, et que si, au passage, on pouvait donner au patient des outils qui vont peut-être l'aider à gérer son quotidien et à le rendre plus acteur de sa santé, on a peut-être une chance de séduire plus de patients et donc d'avoir plus de data pour avoir plus d'informations et donc peut-être gagner en efficacité au niveau de la recherche. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Ça y est, j'ai perdu. Merci beaucoup, Monsieur Durand-Salmon. Il nous reste quelques minutes. J'aurais souhaité faire intervenir la salle. Si vous avez des questions, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Oui, je vois. Bonjour à tous et merci pour vos interventions. J'ai une question plus particulièrement pour le docteur Bruel. Quand un grand groupe comme le vôtre met en place une solution de site web comme ça avec finalement beaucoup de travail de modération, est-ce que vous avez des impératifs économiques en termes déjà de pérennité, de rentabilité sur cette activité précise ? À l'échelle de mon périmètre, non, bien évidemment, puisque notre intervention, elle est strictement scientifique. À l'échelle de mon unité, l'unité Pierre Fabre Santé, je ne pense pas qu'on puisse mesurer l'impact économique de cet outil. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des attentes en termes d'image, en termes de flux d'utilisation de l'outil. Alors, je n'ai pas mené ces éléments parce que c'est pas obligatoirement, mais je ne me sentais pas légitime pour partager ça avec vous. Mais évidemment, on regarde si le site est utilisé ou pas, sachant que ce n'est pas une fois de plus un site publicitaire, ni pour nos produits, ni pour les médecins qui interviennent. Voilà. Merci, Dr Bruel. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour, Franck Giraud. Une question qui s'adresse à l'ensemble, en fait, finalement. J'ai bien compris que la question de l'observance
est une question clé, l'observance et la non-observance, qu'il y avait une observance qui était volontaire, avec parfois des mensonges à la clé, ou non volontaire. Est-ce qu'on a une idée de la répartition en fait de la non-observance volontaire et non volontaire? Et dans ce cadre-là, avec l'appui donc des dispositifs et e-santé dont on parle depuis 2 jours, est-ce que la famille, au-delà des soignants, des aides-soignants, etc., est-ce que la famille a un rôle particulier à jouer et la e-santé aide-t-elle la famille à augmenter l'observance? À l'insu de son plein gré. Non, je crois que c'est difficile de dire l'observance volontaire ou non volontaire. La famille a évidemment un rôle à jouer, mais je crois que c'est l'intérêt de l'e-santé, c'est que le patient ne se sente pas seul. Je reprendrai l'exemple, sortir de la rhumatologie, du sevrage tabagique. Il est bien évident que si le patient tout seul fait du sevrage tabagique, décide d'arrêter de fumer sans qu'il soit accompagné, toutes les études montrent que l'efficacité est bien moindre. Donc, s'il y a un échange, s'il y a une discussion, il y a forcément un plus pour l'observance. On n'aura jamais de 100%, mais il y aura toujours un plus pour l'observance. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous, intéressant, ce qui est capital, c'est que nous, médecins, nous ayons un retour du patient sur l'observance, parce que on part quelquefois dans des fausses pistes qui sont dramatiques. Et l'exemple, effectivement, de l'hormonothérapie, quand on ne prend pas ces anti-aromatases et qu'on ne le sait pas, qu'on ne le dit pas, le médecin croit, ça peut être dramatique. Oui, bonjour Annie Pagnon. Moi, j'avais une question pour rebondir sur l'observance. J'ai entendu parler de, j'allais dire, de connaissances grâce au site, au blog en particulier, ou d'outils. L'éducation thérapeutique a été évoquée, mais assez rapidement. Ne pensez-vous pas que justement, pour que le patient s'approprie à la fois des connaissances et des outils, ça doit passer impérativement, je dirais, par une éducation du patient en amont? Je pense qu'on met beaucoup de choses dans l'éducation thérapeutique. Ça dépend des pathologies. Il y a des pathologies dans lesquelles l'éducation thérapeutique fonctionne très très bien, telle qu'elle est conçue. D'autres pathologies, notamment comme le cancer, où l'éducation thérapeutique est quasiment inexistante. Ce que je pense dans l'éducation thérapeutique, ce qui est extrêmement important, c'est que ça se fasse en binôme, ce qui n'est pas le cas, ce qui est le cas dans les Mickey, et ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'il y a un binôme soignant, patient-expert. Et ça, c'est extrêmement important, parce que cet effet miroir qu'on peut avoir avec un patient qui dit « moi, je suis passé par là, oui, effectivement, c'était difficile, oui, j'ai pris l'hormonothérapie pendant 5 ans, mais c'était difficile, mais je l'ai fait parce que plein de choses », eh bien, ça ne peut qu'être bénéfique pour un patient qui rentre dans la maladie. Ça, c'est évident. Mais cette éducation thérapeutique telle qu'elle a été conçue au départ, c'était vraiment pour l'observance, pour aider dans des pathologies comme le diabète, et ça se conçoit. Dans d'autres pathologies, ça se conçoit moins telle qu'elle a été conçue, en tout cas. Je pense qu'elle doit être repensée par pathologie et surtout repensée avec des binômes. Bien, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons devoir lever le camp. Je crois qu'on a fait le tour de la question. On retiendra certainement 2 choses. Le patient, il est devenu le cœur de sa préoccupation de pathologie, et c'est la démonstration qu'on a bien comprise aujourd'hui. Et le patient, il n'est pas tout seul, il est environné, mais cet écosystème dont on a parlé, il est large, il est divers, il est même tellement divers qu'on peut s'y perdre, et je crois qu'on a besoin de vous, médecins, on a besoin de vous, professionnels de santé, on a besoin de vous aussi, acteurs économiques, et ça, je rebondis sur notre vision, nous, d'associations d'entreprises du secteur santé.
il y a des acteurs santé, il y a des acteurs économiques qui essaient de penser à des solutions. Et je crois que des tables rondes, on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est peut-être important de répéter la même chose, de faire intervenir des patients davantage et de communiquer sur cette problématique du patient face à sa pathologie dans un nouvel écosystème. Merci beaucoup de votre écoute et merci à nos participants merci de leur information et de leur retour. Bravo.